L'IEBLIMAL est une entreprise de MLM. MLM, c'est Multi-Level Marketing. Un marketing qui consiste à faire en sorte que les personnes qui sont dans le système incitent les gens à rentrer dans le système et à prendre les commissions du fait qu'ils ajoutent les gens dans le système. Je vends un produit, par exemple, je ne veux pas payer pour la pub parce que la pub ne me permet pas toujours de toucher des personnes qu'il faut et les personnes qui sont touchées par la pub ne prennent pas toujours les produits. Donc, ce que je peux faire, c'est dire aux gens qui consomment déjà mon produit de ramener les gens dans le système qui consomment le produit et du fait que les gens viennent dans le système, ils prennent donc des commissions par rapport aux achats que les personnes qui rentrent dans le système font. C'est logiquement ce qu'on appelle le marketing multiniveau parce qu'on a plusieurs couches. Ceux qui sont venus à travers moi peuvent également ajouter des personnes et ces personnes qui entrent sous des personnes que j'ai ajoutées, je prends également des commissions là-dessus. C'est ce qu'on appelle donc le multiniveau marketing. Ce marketing a montré ses avantages, tout comme ça a montré aussi ses limites parce que plein de systèmes de Ponzi sont nés de cette façon, en promettant aux gens de rajouter les gens dans le système et en promettant des revenus basés sur le simple fait que les nouvelles personnes viennent injecter l'argent dans le système et on utilise l'argent des nouvelles personnes pour payer les commissions des personnes qui étaient là avant et attendre que les nouvelles personnes rentrent pour payer les commissions d'autres personnes. C'est comme ça que le multiniveau marketing, pour certains, dans certains cas, ont été très mal implémentés et a fait en sorte que plusieurs personnes perdent de l'argent assez considérable parce qu'on a vanté au devant quelque chose qui est à la base un outil marketing très très sérieux. Donc, l'IEBLIMAL va donc dans ce sens-là. Je ne saurais dire si c'est une chaîne de Ponzi ou pas. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que je vois là. On peut voir ici, ils font du MLM. Donc, l'IEBLIMAL propose donc aux gens d'acheter un pack d'investissement et ce pack d'investissement est utilisé, ce qui dépose a priori comme argent dans le système est utilisé pour faire du trading et les revenus du trading sont payés à ceux qui ont fourni de l'argent dans le système. Donc, ils utilisent votre argent pour faire a priori du trading et les revenus générés par cette activité-là vous sont reversés d'une certaine façon. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi moins on a d'argent dans le système, moins on génère d'intérêt. Est-ce que plus on a d'argent dans le système, plus on a la possibilité de générer plus de revenus avec le trading? La question n'est pas forcément le cas parce que avec $100, si je génère 50% dans le système avec le trading par exemple, c'est la même chose que si j'avais mis $1000 et que je générais toujours les mêmes 50%. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi ceux qui ont moins d'argent dans le système ont moins d'intérêt. Parce que quand tu as par exemple $200 d'investissement, tu as autour de 2%. Alors on incite les gens qui ont peu d'argent dans le système, soit de parrainer, soit de continuer encore à investir, soit d'investir encore plus gros pour augmenter leur rendement dans le système. Quelqu'un qui a $200, son objectif sera peut-être d'atteindre les $1600 dans l'optique de générer 20% de revenus passifs annuels. Et quand il a fait cela, il va donc aussi aller dans un système de parrainage, parrainer encore plus de personnes dans l'optique de générer encore plus de revenus. Ça fait en sorte que plusieurs personnes se sont mis ensemble et ont pris les packs les plus élevés pour générer encore plus de revenus. Donc, quand les gens injectent l'argent dans un système pareil, ils ont besoin à un moment donné de retirer les bénéfices. Parce que comme on explique bien sur la chaîne, les gens quand ils arrivent dans un système qui promet des rendements, ils injectent de l'argent et ils retirent les bénéfices au fur et à mesure pour essayer de limiter les pertes si le système jamais se ferme. Donc, ça fait qu'à un moment donné, il y aura une grosse pression pour récupérer les intérêts, pour récupérer les bénéfices. Et c'est là où le problème se pose parce qu'on ne paye pas toujours tout le monde dû à certaines explications qu'on peut avoir dans le système. Les explications sont très peu recensées sur le site, mais j'ai côtoyé plusieurs personnes dans l'écosystème de l'IEBLIMAL. Je discute avec des personnes, dont ceux qui me disent aujourd'hui qu'il faut nous suivre pour comprendre. Ça, c'est un raisonnement assez farfelu parce que tu n'as pas besoin de suivre des gens pour comprendre. Tu as besoin de comprendre avant de suivre. Si tu ne comprends pas, tu ne suis pas. C'est ce qu'on appelle dans le suivisme moutonnier pour ceux qui vont dans un système sans comprendre, en espérant comprendre une fois qu'ils seront dans le système. Donc, ça crée ce que je disais tantôt, une certaine congestion au niveau des retraits. Et la question que je me pose encore, c'est pourquoi on a besoin
du limo à l'entrée qui coûte presque 1000 francs CFA, et à la sortie, le limo, quand tu veux le revendre, il coûte moins de 1000 francs. Donc, il coûte généralement autour de 600, 500, parfois même 300 pour certaines personnes que j'ai rencontrées, qui ont ces difficultés et qui peuvent donc témoigner. Du coup, ça fait en sorte que quelqu'un, quand il a investi 1000 francs dans un système, et quand il veut ressortir avec un limo qu'on lui a donné, s'il revend à 600 francs CFA, prenons le cas, il va donc avoir déjà une perte de 40% uniquement sur le fait qu'il a acheté le limo. Et alors, pour que le système, pour qu'il puisse être en profit ou bien pour qu'il puisse ne même pas perdre, il faudrait que dans le système, il ait généré environ 40% d'intérêt. Ce qui n'est donc pas possible avec un tel système où on génère au maximum 37%, sauf si on a ajouté maintenant le parrainage. Du coup, les gens, pour éviter de perdre dans le système, vont faire du parrainage. Et comme ça, il y a plein de leaders qui vont être dans l'optique de se prémunir de leur perte là. Plus ils parrainent des gens, plus à leur avantage, parce que même si le limo coûte moins cher à la sortie, ils seront en profit parce qu'ils vont toujours revendre, et avec les commissions qu'ils ont eues, ça va combler leur perte. Mais c'est très peu bénéfique pour quelqu'un qui ne parraine pas. Pour quelqu'un qui ne paraît pas, généralement, il est en perte dans un tel système. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai dit, moi, je n'investirai pas dans l'IA-Primal, parce que les plateformes de finances décentralisées aujourd'hui me permettent non seulement de ne pas avoir de restrictions sur les montants que je peux sortir, parce que plusieurs personnes ne parviennent pas à sortir du système, plus qu'on dit les banques ne parviennent pas à fournir la liquidité dont on a besoin pour satisfaire les paiements des uns et des autres. Ça fait que les gens ont l'argent dans un système et ils ne parviennent pas à sortir donc, de ce système. Et la question que je me pose à ce niveau, c'est pourquoi ils n'ont pas, puisqu'on est adossé sur la crypto-monnaie, pourquoi on n'a pas redonné la crypto-monnaie à ceux qui sont dans le système? Si on prend votre argent pour trader et qu'on doit payer des bénéfices, à un moment donné, on peut stabiliser les revenus du trading et vous payez donc en stablecoin. Donc, une meilleure porte de sortie pour un tel système serait, par exemple, de payer les gens avec des stablecoins, avec les USDT. Et en se disant, tu as mis $1 en limo, on te donne tes $1 en sortie plus tes intérêts. Ça veut dire qu'on te donne le stablecoin en entrée. Tu mets le stablecoin en entrée comme tu peux sortir avec le stablecoin. Et du coup, ça te prémunit de cette perte-là. C'est la raison pour laquelle je me demande toujours quelle est l'utilité du limo. Le limo sert réellement à quoi dans ce système? On va aller maintenant dans ce qui s'est passé et ce qui a avancé. C'est donc le limo 2.0 qui est sorti, le limo coin proprement dit. Le limo coin est une version tokenisée, c'est un token qui a été émis sur deux blockchains, la blockchain Ethereum et la Binance Smart Chain. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que le système soit un peu plus décentralisé, de faire en sorte que les gens puissent éviter ce que j'ai dit tantôt. Quand tu veux sortir, tu n'as pas toujours la liquidité nécessaire pour sortir, alors que si on t'a émis tous tes limo coins, tu peux aller revendre dans le marché pour ressortir avec le cash et gérer toi-même la sortie de façon cash. Donc, tu vas vendre tes limos en stablecoin, par exemple, et utiliser des moyens de sortie pour vendre tes stablecoins pour avoir le cash proprement dit. Ça fait déjà en sorte que, premièrement, tu peux sortir à tout moment si tu as des limos en crypto-monnaie. Et deuxièmement, ça fait en sorte que tu peux aussi sortir les montants que tu souhaites si tu veux vraiment sortir en cash. Donc, ça peut être quand même quelque chose qui est intéressant. Mais il y a des interrogations qu'on peut donc se faire. Quand je vais dans le livre blanc du limo coin qui a été émis ici, on voit bien que le limo coin a été émis à un montant de 3 650 millions de limo coins avec une valeur de $1. Ça veut dire que le système a émis 3 650 millions de dollars en réalité, parce que la valeur initiale est considérée comme $1. Et dans plusieurs discours que j'ai pu capter de part et là, je me suis posé la question, si on te donne le limo et que tu es entré avec le limo qui valait $1 et qu'on a considéré que le limo valait $1 à l'entrée, si à la sortie on te donne un limo qui a tellement perdu de valeur, comment est-ce que tu fais? Tu as investi $1 pour acheter le limo, mais quand tu revends ton limo, il vaut moins de $1. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que des personnes m'ont répondu en me disant, le CEO a dit
qu'ils allaient donc, ceux qui veulent ressortir et que le limo est à moins de 1 dollar, ils peuvent donc ressortir avec le limo en venant donner le limo à l'entreprise et on va leur donner 1 dollar. Mais la question qui se pose, c'est quelle sera la vitesse de cette transaction? Quelqu'un qui veut sortir maintenant, il contacte l'entreprise. Quand est-ce qu'on va lui redonner les 1 dollar en limo coin dont on a dit qu'il va donner son limo coin et on va lui donner les 1 dollar? Quelle est la vitesse d'exécution de cette transaction? Vu que dans l'ancien système, il était presque impossible de payer tout le monde, toutes les demandes qu'il y avait. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec une grosse demande de limo, quand le limo, aujourd'hui, je vois le prix du limo qui est tellement faible, est-ce que quelqu'un peut donc acheter le limo moins cher et aller à l'entreprise et donner ce limo et on lui redonne 1 dollar? La réponse, je ne saurais la donner parce que je n'ai pas encore vu des personnes qui ont fait cette transaction-là et je n'ai pas encore vu des personnes qui ont exécuté cette action que je viens de dire. Mais bon, ce qu'on va continuer dans l'analyse, c'est le limo étant à 3,6 milliards, le système a donc émis une crypto-monnaie en garantissant que la valeur ne peut pas être en deçà de 1, vu qu'elle garantit que si la valeur passe en deçà de 1, tu nous donnes ta crypto-monnaie et on te donne 1 dollar. Ça reste donc quelque chose qu'on peut catégoriser de stablecoin. Et quand on peut donc dire que quelque chose est un stablecoin, comment est-ce qu'il pourrait donc prendre de la valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur? C'est l'utilité qu'on donne au token. Si un token n'a pas d'utilité, alors le token ne pourra pas prendre de la valeur. Pourquoi est-ce que les gens prendront donc des limo coins par exemple? Vu que pour acheter un pack sur la plateforme de Lieb Limal, on considère toujours qu'un limo coin est égal à 1 dollar. Quand on va sur la plateforme et quand on va au niveau des packs, on dit 200 limo te donne quelque chose comme 2%. Alors que quelque part dans d'autres documents, le limo coin était 200, c'était considéré comme 200 limo. 200 limo bien évidemment. Si eux, ils considèrent le limo à 2 dollars, ça veut dire que quelqu'un, pour acheter un pack aujourd'hui, dépense moins d'argent que quelqu'un qui a acheté son pack bien avant. Donc, quelqu'un qui a le même pack de Porto Novo et qui l'a acheté maintenant avec 200 limo coins, vu que le prix du limo coin est à moins de 1 dollar et est inférieur au prix auquel les autres personnes ont acheté, ils vont donc avoir les mêmes intérêts que ceux qui ont déposé avant et qui ont acheté les limo coins avant. Ça crée une très grande disproportion parce que la valeur du limo coin n'est pas stable et la stabilité ne peut être garantie. Et la raison pour laquelle la stabilité du limo coin ne peut être garantie, c'est tout simplement les pressions de retrait. Tellement de personnes qui sont dans le système veulent retirer leur argent. Ils ont tellement accumulé. Ils sont quittés du niveau le plus bas. Essayer d'augmenter jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à un niveau d'investissement qui est assez considérable. Et maintenant, ils veulent sortir du système, d'où une pression en vente. Et ça fait que plusieurs personnes aujourd'hui, ils essayent de revendre et il n'y a pas assez de liquidités sur le marché dont on va voir par la suite. Donc, le limo coin étant à 3 600 000, je peux bien me poser la question, quelle est la répartition, d'où proviennent ces 3 600 000 de limo coin par exemple. Et ce qu'on dit là tantôt, c'est que l'activité a généré, donc l'activité de Lieb Limal a généré des bénéfices équivalents autour de 3,6 milliards. Donc, ces 3,6 milliards, c'est ça qu'on a tokenisé, c'est ça qu'on a mis sous forme de token et c'est ce qu'on permet maintenant aux gens de sortir du système en leur redonnant les limo coins qu'ils peuvent donc revendre par la suite. Et ça me rappelle un peu la plateforme de PetronPay, par exemple, où à un moment donné, quand ils n'arrivaient pas à faire les paiements, ils ont émis le token Petron, où les revenus étaient payés en Petron, avec une valeur fixe au niveau de la conversion de tes revenus. On considère que le limo a on considère que le Petron a un certain prix, même si sur le marché le prix est inférieur. Mais dans le système, on a un prix qui est fixe pour le Petron. Est-ce que dans Lieb Limal, c'est la même chose? Je ne pense pas que c'est le cas, mais si c'est le cas, ça devient une grosse tromperie parce qu'on peut considérer que le limo est à 1 dollar, vu que techniquement, d'après ce qu'ils ont dit, tu peux donc avoir le limo, même si tu l'achètes à moins de 1 dollar, tu viens le remettre dans le système et on te redonne 1 dollar. Ça veut dire que dans le système, logiquement, ils vont considérer le limo coin comme étant à 1 dollar.
Parce que s'il ne considère pas le limo coin comme étant à 1 dollar, alors tout le monde, même s'il prend le limo moins cher, va encore revenir à l'entreprise, donner le limo coin pour ressortir encore à 1 dollar. Et ça va créer donc le même problème qu'on essaye de résoudre aujourd'hui. Une autre chose, c'est la tokemétrique. La tokemétrique, c'est quelque chose qui est assez important et assez fondamental dans l'étude et l'analyse d'une crypto-monnaie. La tokemétrie va te permettre de comprendre la redistribution du token. Quel est le nombre de personnes, comment est-ce que la quantité de token est repartie dans des personnes qui sont dans le système. Et on voit ici au niveau du nombre de tokens qu'il y a, on dit que the number of average, donc c'est-à-dire avec la moyenne d'investissement de 1,8 de 1800 dollars par client, la compagnie a donc montré un investissement en fonds de 6 milliards, de 3 milliards. Ça veut dire que 3,6 milliards représente l'argent que les gens ont investi dans le système. Donc c'est ce que les gens ont investi. Ça veut dire que logiquement, tous ces 3,6 milliards doivent revenir à ceux qui ont déposé quelque chose dans le système, à tous ceux qui ont déposé dans le système. Comme si tu avais déposé un limo dans le système, un limo, donc tu avais acheté un limo, mais un pack de 1000 limos, et on te donne 1000 limos. Donc les 3,6 milliards qui ont été injectés dans le système, c'est bien ce qu'on a dit investissement fonds, donc un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement, logiquement, ça provient de tout ce que les gens ont déposé dans le système. Donc, logiquement, tous les limos devraient être redistribués à des personnes qui sont dans le système parce que c'est leur argent qu'on a mis sous forme donc, de token. Et quand on voit au niveau de la tokemétrique, on voit 50% des tokens qui va déjà à la charité. Et ça là, ça voudrait dire qu'on prend 50% des investissements que vous avez fait et on envoie ça dans un organisme de charité, dans la charité et dans l'alimentaire programme LOCT. Et on prend 30% de votre investissement et on vous redonne. Donc tout ce qu'on vous redonne, vous qui avez investi dans le système, c'est 30% des tokens qui sont émis. Donc on a déjà pris 70% de votre investissement pour redistribuer dans l'entreprise. Alors, il y a 10% pour le staking, donc on va vous redistribuer encore vous pour payer vos intérêts. Donc on a créé un token pour payer vos intérêts. On a pris déjà une partie pour donner à la charité là-bas et on a pris une autre partie qu'on va vous redistribuer avec le staking. Et on prend maintenant quelque chose comme 5 et 10%, je combine ces deux-ci pour le développement et l'équipe du projet. Ça fait que logiquement, on vous a pris presque 70% de votre investissement, tout ce que vous avez déposé dans le système. Une autre question que je peux me poser aussi, c'est pourquoi il y a cette différence entre la tokenomics qu'il y a dans le white paper et la tokenomics qu'on a ici au niveau de la distribution sur le site. Sur le site, on dit qu'il y a 65% pour le développement. Donc, il n'y a même rien pour le circulating supply. Il y a 15% pour la team, 10% pour le marketing, 5% pour la charité et 5% pour les partenaires. Pourquoi cette différence entre ce qu'on retrouve sur le site et ce qu'on retrouve dans le white paper officiel qui provient du site CoinMarketCap par exemple? C'est une grosse question que je me pose et pour moi, ça montre déjà à suffisance qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part et qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait comme il se doit. Quand on soulève ce genre de problème, c'est pour que vous puissiez voir des choses que peut-être vous ne prêtez pas attention parce que vous êtes déjà dans le système. Quand on est déjà dans le système, on évite de comprendre un certain nombre de choses, on évite de voir un certain nombre de choses. Donc, ce que je soulève ici, ça doit vous titiller et ça doit vous permettre de réfléchir encore. Bien évidemment, Elvis n'est pas un conseil financier, Elvis n'est pas un conseil en investissement. Elvis, c'est quelqu'un qui prend juste des informations comme ça, qui sont officielles, qui sont visibles et que tout le monde peut voir, peut analyser et faire son analyse basée sur ces informations-là. Donc cette vidéo, c'est uniquement à titre éducationnel et vous devez donc toujours faire vos propres recherches, prendre la décision qui vous arrange. Certaines personnes m'ont dit plusieurs fois que le limo était connecté à l'activité que génère par exemple les fermes et tout ce que monsieur Sim, Émile Parfait Sim est en train de construire du côté de Boya. Ça voudrait dire que du côté de soit Limbe, soit Kribi, je ne sais pas trop, ça voudrait dire qu'en principe,
le LimoCoin serait un security token et que les personnes qui ont dans le LimoCoin doivent profiter de l'activité que génère, des bénéfices que génère cette activité. Point d'interrogation, c'est la question que j'avais posée quand on était dans le Simcoin. Parce que quand j'ai discuté avec certaines personnes, ils me disent, est-ce que tu peux aller au moins se vérifier ce que Simcoin est en train de faire, ce que Monsieur Sim est en train de faire? Ils sont en train de construire un bon nombre de choses. La question que je me pose donc, c'est quel est le corrélaire entre ce qu'ils sont en train de construire et la crypto-monnaie, parce que ce n'est pas réellement expliqué dans les documents de l'IEP Limal et dans les documents du Simcoin ou bien dans les documents du LimoCoin. Bref, on avance un peu ici. Au niveau de la roadmap, on crée le projet, le token créé, ils auront un wallet, il y aura le listing sur les plateformes exchange. Donc logiquement, on est déjà là parce que c'est déjà listé sur les plateformes comme CoinMarketCap, comme les plateformes comme L-Bank et d'autres là. Donc la prochaine étape, c'est World Wide Merchant Tour, où on va faire un tourisme pour faire en sorte que les gens adoptent de l'IMO. Et pour moi, c'est une démarche qui n'est pas correcte parce que les gens, on ne convainc pas les gens d'adopter une crypto-monnaie, d'accepter une crypto-monnaie, mais les gens se trouvent contraints d'accepter une crypto-monnaie parce que autour de la population, les gens ont déjà accepté la crypto-monnaie et les marchands se trouvent donc contraints de l'accepter parce qu'ils ont un intérêt contraint à accepter cela. Quand aujourd'hui on fait des tours pour pousser les gens à accepter une crypto-monnaie, c'est un peu mettre pour moi la charrue avant les bœufs. C'est mettre les vendeurs devant les faits accomplis et c'est pousser forcément les gens qui ont les LimoCoin à utiliser ça dans des systèmes pour booster un peu le LimoCoin. Mais même jusque-là, ça ne va pas booster le LimoCoin tout simplement parce que il y a un problème d'entrée et un problème de sortie au niveau de la valeur même proprement dit de la crypto-monnaie, au niveau de la volatilité de la crypto-monnaie. Le LimoCoin, quand il a été émis, comme on va le voir sur la courbe, c'était très très volatile, c'était très haut, la valeur, le prix était très très élevé. Mais aujourd'hui, le prix est très très bas. Un commerce qui a accepté les LimoCoin, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va être obligé d'aller redonner les LimoCoin à l'entreprise pour essayer de prendre ses bénéfices plutôt à l'entreprise? Et quelle sera donc la valeur que va lui donner l'entreprise pour le LimoCoin que la personne aura? Quelques questions que je me pose. Donc, il y a, je ne sais pas si c'est exécuté dans l'ordre exact, parce qu'on voit Exchange Launch Sex Index, ça veut dire que peut-être LimoCoin a l'objectif de créer son propre exchange. Et si c'est le cas, je me pose donc la question, quel est le rôle de l'exchange Simtrex qui est déjà dans le système? Quand tu vois les plateformes de l'IEP Limal, de l'entreprise de GIT, ils ont une plateforme de trading qui est le Simtrex. Quand on dit ici, en Q9, on va lancer un autre exchange, quel sera le rôle de cet exchange s'il y a le Simtrex qui existe, n'est même pas utilisé et le Simcoin n'est même pas listé sur l'exchange de la plateforme? Je me pose bien les questions à ce niveau. L'équipe, je ne vais pas revenir sur l'équipe. Les packs ici, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais aller sur le token proprement dit. Le token a été listé sur la plateforme CoinMarketCap par exemple. Et là, présentement, le token est échangeable au prix de 0,12 $ par pièce. Et quand on essaie de regarder la liquidité qui est quelque chose d'assez fondamental, prêtez toujours attention à ce niveau pour n'importe quelle crypto-monnaie parce que ça va déterminer votre quantité d'argent que vous pouvez sortir du système facilement. Et quand on regarde la quantité de liquidité qui est ajoutée pour le LimoCoin, c'est 15 000 $. Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui veut sortir du système l'IEP Limal avec le LimoCoin, 15 000 $, c'est suffisant pour vider la totalité de la liquidité qui a été ajoutée sur la plateforme. Je vais faire une simulation. Je vais vendre 100 000 limos. Il y a des gens qui ont 100 000 limos. Je vais vendre 100 000 limos. Si je vends 100 000 limos, j'aurai environ 6 000 quelque chose de dollars pour quelque chose que j'ai acheté à presque, disons, 100 000 $ environ. Parce que même plus, parce que le LimoCoin était à 1 $, à bien plus de 1 $, à 1000 francs CFA. Donc, quelqu'un qui a 100 000 limos, soit il a acheté à plus de 100 000 $, soit il a acheté autour de 50 000 $ et il a augmenté avec les revenus qu'il a générés par ce qu'il avait déjà.
Mais jusque-là, s'il ressort du système, il va ressortir avec bien moins, avec un price impact de 45%. Et le price impact de 45%, ça veut dire que rien qu'en faisant cet achat-ci, le prix de la crypto-monnaie LimoCoin va augmenter de 45%. Ça montre donc qu'il n'y a pas assez de volatilité. Si je veux faire un achat aujourd'hui de 15 000 $, par exemple, je vais acheter pour 15 000 $, j'aurai bien moins et j'aurai une volatilité, un price impact de 50%. Donc le prix du limo va augmenter de 50% uniquement après cette transaction. C'est la raison pour laquelle, au début, donc, quand le LimoCoin a été listé dans ses tout débuts, on a eu ce prix-ci qui était très très élevé. Le prix du LimoCoin était très très élevé à un moment donné, tout simplement parce qu'il y avait très très peu de liquidité. Et comme il y avait très peu de liquidité, un faible volume, 1000 $, 2000 $, suffisait pour faire tripler, quadrupler, quintupler le prix de la crypto-monnaie. C'est donc ce qu'on explique parfois. Avant d'acheter une crypto-monnaie, avant de trader une crypto-monnaie, regardez les volumes, regardez la liquidité. Aujourd'hui, le Limo ne peut pas permettre à tous ceux qui sont du système, dans le système, de sortir avec les bénéfices. Parce que s'ils sortent, le prix chute encore très très drastiquement. Et qui sont ceux qui achètent dans le Limo? Vu qu'il y a une grosse pression de vente, est-ce qu'il y a une pression sur l'achat également? La question, il faut se poser, parce que c'est l'achat qui peut compenser la vente. S'il y a assez de pression en vente et il n'y a pas de raison pour lesquelles les gens peuvent acheter la crypto-monnaie, alors le token va perdre drastiquement en valeur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on observe donc ce qui est en train de se passer avec ces crypto-monnaies-là, qui montrent comment à suffisance, comment les gens sortent de l'écosystème. Les gens veulent sortir plutôt de l'écosystème. Une autre chose comme questionnement que je me pose concernant le LimoCoin, c'est pourquoi il y a deux tokens du Limo et les deux sont tradables. Quand je regarde ici, l'adresse qui a été listée, c'est une adresse avec 0,38 qui est l'adresse qui est actuellement tradée ici sur CoinMarketCap avec une liquidité de 15 000 $ et qui est différent de l'adresse sur laquelle on a fait l'audit. Quand on voit ici ce rapport d'audit, quand on voit ici, on clique sur bloc audit report, donc on va sur le rapport d'audit. L'audit te permet d'auditer les smart contracts, d'auditer le contrat qui a été écrit, si ça respecte exactement ce qui a été défini et ce qu'on va faire dans l'activité. C'est le rôle de l'audit. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'audit, c'est exactement cela que j'ai expliqué. On passe donc par une plateforme qui explique, qui vérifie que les smart contracts sont en étroite collaboration, en étroit respect de ce qui a été défini dans l'activité et qu'on a codé et implémenté exactement cela. C'est ça le rôle de l'audit. Du coup, quand on va au niveau donc, de l'audit ici, ce rapport d'audit, c'est un rapport d'audit d'un smart contract qui est différent du smart contract actuel, du smart contract qui est envoyé ici. Vous voyez que l'adresse de ce smart contract sur la Binance, c'est 0x38. Alors que ici, l'adresse qui a été auditée sur la Binance Smart Chain, c'est 0AX1. Donc, c'est un smart contract différent du smart contract actuel. Donc, quand on voit la date de cet audit, c'est le 9 novembre, ça peut expliquer la raison pour laquelle ce rapport d'audit est donc différent, parce qu'il y a une mise à jour du token, il y a une mise à jour du LimoCoin. Et alors, le rapport qui a été fait, c'est sur la version précédente et non pas sur la version actuelle. Du coup, ce rapport n'est pas légal et ce rapport n'a rien à y voir avec ce qui est affiché là présentement. Une autre chose aussi, c'est le legal opinion. Donc, il y a une opinion légale qui a été faite par un cabinet d'avocats du côté des États-Unis et qui dit dans ces lignes quelque part que le LimoCoin peut ne pas être dans le collimateur des tokens tels que des entreprises, bien des organismes de sécurité tels que la Security Exchange Commission qui vérifie un certain nombre de choses sur les marchés financiers. Ça, c'est un peu logiquement ce qui est expliqué dans ce rapport par ce cabinet d'avocats. Mais c'est très mal connaître un certain nombre de choses parce que, premièrement, le LimoCoin se dit être un security token et qui dit security token dit être dans une entreprise qui est régulée. Deuxièmement, ça voudrait dire que les personnes qui détiennent les LimoCoin doivent bénéficier de l'activité de l'IEB-LIMAL si c'est un security token. Une autre chose, c'est que on a fait
comment est-ce que les limo-coins ont été distribués, comment est-ce que les gens ont acquis les limo-coins. Les limo-coins ont été créés par une activité qui est, elle, derrière, régulée et qui est censée être l'activité d'une entreprise régulée. Donc, logiquement, les limo-coins devraient être associés à l'activité de cette entreprise-là, proprement dit. Et ça entre donc probablement dans le collimateur des règles qui ont été brisées par la SEC parce que les choses ne se sont pas faites proprement dit en norme, en respect avec ce qui concerne les security tokens. Du coup, je m'interroge un peu sur vraiment la mentalité ou bien la fiabilité de l'entreprise Legal Connect. Est-ce que c'est une entreprise qui est vraiment fiable? Est-ce que c'est une entreprise qui a fait ses preuves? Est-ce que c'est une entreprise qui est vraiment crédible? Et quand j'essaye de voir un peu cette entreprise, j'ai tapé Legal Connect sur Internet, je vois qu'il y a très peu d'activités, il y a très peu de choses que cette entreprise font. Cette entreprise a été enregistrée, certes, du côté des États-Unis depuis 2014, mais est-ce qu'ils sont vraiment spécialisés dans les marchés financiers? Est-ce qu'ils sont réellement spécialisés? Ce sont des avocats, certes, mais est-ce que ce sont des avocats, un collège d'avocats qui est spécialisé dans la blockchain, dans la crypto-monnaie, ou bien c'est simplement un cabinet d'avocats comme ça? Je me pose quand même la question concernant cette entreprise. Et aussi, une autre chose, c'est que les rapports, généralement ce rapport-ci, doit être publié aussi sur le site de Legal Connect. Parce que tout le monde peut faire un rapport et balancer le rapport à d'autres personnes. Mais il faudrait que quand on arrive sur le site de l'entreprise qui émet le rapport, on puisse également voir ce rapport. C'est la même chose que fait les plateformes telles que Certic. Quand Certic audite une plateforme, émet un rapport d'audit, ce rapport peut être trouvé également sur la plateforme de Certic pour vérifier au moins à deux niveaux. Toi, tu as une version, moi, j'ai une version. Et du coup, ça montre également que je suis crédible parce que si on vient sur mon site, on peut voir les rapports que j'émets et on peut vérifier que ces rapports que j'émets viennent effectivement de moi. Donc ici, je n'ai aucun moyen de vérifier que ce rapport vient exactement de cette entreprise-ci. Et aussi, je m'interroge sur la crédibilité de cette entreprise parce que quand je regarde leur blog, les dernières choses qu'ils ont fait, les dernières choses qu'ils ont publiées, ça date de 2019. Quand on va dans un blog d'une entreprise sérieuse, on va voir au moins que l'entreprise communique, que l'entreprise dit des choses régulièrement. Mais la dernière chose qui a été publiée par cette entreprise, c'est 2019. Du coup, je m'interroge sur la fiabilité de ce rapport d'audit qui est en train de convaincre les gens que l'activité générée par l'IEB Limal est quelque chose qui est crédible et qui n'entre pas dans les canaux qui peuvent faire en sorte que la SEC s'interroge demain. La cible de la SEC, la cible de la SEC, ce ne sont pas des petites entreprises. Ce ne sont pas des entreprises qui sont dans leur tout début. La cible de la SEC, ce sont des entreprises qui attaquent vraiment le marché financier des États-Unis et qui viennent vraiment concurrencer ou bien qui viennent vraiment générer beaucoup d'activités et beaucoup d'argent dans le marché américain. Si tu n'es pas dans le marché américain, la SEC n'a rien à y voir et la SEC ne peut pas t'attaquer, bien évidemment. Donc, je me pose des questions concernant ce rapport. Quel est le but de ce rapport? Est-ce que le but de ce rapport, c'est de montrer simplement aux gens que c'est une activité crédible, c'est une activité qui doit convaincre les gens que la SEC ne va jamais venir fouiner son nez là-dedans? Je me pose des questions parce que quand on met la charrue avant le bœuf, peut-être on a quelque chose à se reprocher et on a donc besoin de faire tout pour convaincre l'opinion, pour convaincre les gens de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je me pose des questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire de l'activité? Quand on voit déjà deux adresses, la première adresse a 67 000 personnes qui ont les limo swap et la deuxième adresse a quelque chose comme 27 000 qui ont les limos. Et je me pose donc quel est le rôle de ces deux adresses parce que les deux adresses sont listées ici sur CoinMarketCap. Ici, c'est la deuxième adresse. La deuxième adresse peut également être tradée ainsi que la première adresse. Ces deux adresses peuvent être tradées. Mais bon, c'est la deuxième quand même qui a le logo de Limo et ça peut être considéré comme l'adresse proprement dit. Quand on voit l'activité là-dessus, ils utilisent une plateforme pour redistribuer les gains régulièrement parce que comme on voit ici, on a presque 546 adresses qui ont déjà reçu les limos régulièrement. Et il y a une adresse phare qui est chargée donc de toutes ces redistributions-là. Et quand on essaye de regarder encore un peu de plus près, on voit qu'il y a une bonne partie de la crypto-monnaie qui est détenue
par un smart contract ici, 28%. Et quand je vois sur les exchanges, les adresses des exchanges, il y a très peu de liquidité qui a été aujourd'hui ajoutée sur les exchanges. C'est la raison pour laquelle quand on va sur L-Bank, on a très peu de liquidité qui est utilisée pour le trading sur L-Bank. Quand on va sur d'autres plateformes aussi telles que PancakeSwap, il y a très peu d'activité, il y a très peu de liquidité qui a été utilisée pour lister le token sur la plateforme. On dit très bien qu'il y a près de 200 000 personnes dans l'activité de l'IEB Limal. Mais si tous ces 200 000 individus veulent sortir simplement un limo, 2 limo, 3 limo, 100 limo, ils ne pourront pas parce qu'il n'y a pas assez de volume pour sortir tout cet argent, pour sortir ne serait-ce que ces petites fractions d'argent-là dans le système. Pourquoi donc cela? Est-ce que le limo coin est finalement une porte de sortie qui permet aux gens de dire « Ok, on vous a quand même donné vos revenus avec la crypto-monnaie que vous pouvez facilement revendre et sortir, même si le prix n'est pas assez intéressant, les gens vont essayer de vendre dans l'optique de ne pas perdre. Et se disant, même si le système ferme, j'ai quand même sorti une petite fraction, j'ai quand même sorti une petite quantité de quelque chose. Et alors, c'est la raison pour laquelle les gens pourraient donc se contenter de vendre, même si c'est très moins cher. Parce que derrière, le processus pour récupérer les bénéfices, pour vendre la crypto-monnaie au prix fixé par l'entreprise, et le process est tellement long, le process n'est pas évident et on n'a pas résolu le problème, on n'est pas sorti de l'auberge en procédant de cette façon. Ce qui fait que les gens pourraient vendre en perte dans l'optique simplement de sauvegarder une petite quantité de leur investissement. Donc, tu me dis en commentaire ce que tu penses du limo. Est-ce que le limo coin est vraiment revenu résoudre le problème qu'il y avait dans l'écosystème? Est-ce que le limo coin, logiquement pour moi, le limo coin ne devrait pas prendre de la valeur parce qu'il est censé être un stable coin et non pas une crypto-monnaie spéculative. Je ne vois pas comment on peut dire aux gens, vous êtes dans une activité, vous payez et on vous garantit un revenu stable et après derrière on vous donne une crypto-monnaie qui est assez volatile. Pour moi, ça n'a pas de sens et pour moi, le limo coin devrait être une crypto-monnaie stable et non une crypto-monnaie à spéculer là-dessus. Tu me dis ce que tu penses en commentaire. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. S'il y a d'autres choses que j'ai évité de partager dans ces vidéos, tu me mets cela en commentaire de la vidéo. Bien évidemment, Elvis n'est pas un conseil financier. Elvis est simplement une personne qui analyse la plateforme et qui voit également un certain nombre de choses comme toute personne peut analyser. Les informations que j'ai partagées dans ces vidéos sont retrouvables et sont vérifiables sur les sites officiels, sur les documents officiels que j'ai partagés avec vous ici et que vous-même, vous pouvez vérifier. Les sources sont là et je vais les laisser en description de cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses, like la vidéo, partage la vidéo et on se retrouve très prochainement pour parler de d'autres projets. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.